Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la protection du fer par électrozingage et par étamage. On aurait dû faire cette étude en TP, donc on va faire avec les moyens du bord. Mais avant de commencer par l'étude expérimentale, je voudrais faire quelques petits rappels pour que vous puissiez rédiger le compte-rendu du pseudo-TP correctement. Alors, première des choses, premier rappel, je vais revenir sur les réactions d'oxydoréduction. Alors, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Une réaction d'oxydoréduction a lieu entre un oxydant et un réducteur. L'oxydant capte des électrons et le réducteur donne des électrons. Une réaction d'oxydoréduction est donc un échange d'électrons entre un réducteur qui va donner ces électrons et un oxydant qui va capter des électrons. On peut donc le schématiser ainsi. Ou encore comme ceci. Alors cette notation-là est intéressante, donc je l'ai écrite dans l'énoncé du TP ici. Elle résume très bien les notions d'oxydant, de réducteur, d'oxydation, de réduction, etc. Donc je l'avais déjà expliqué en début d'année, je reprends. Donc un oxydant, vu l'écriture, la manière dont c'est rédigé, l'oxydant on voit que c'est celui qui capte des électrons. Un oxydant réagit avec des électrons pour former autre chose. On retrouve la définition du réducteur. Si je lis l'équation de la réaction dans l'autre sens, le réducteur donne des électrons à d'autres choses, donc le réducteur est un donneur d'électrons. L'oxydant devient un réducteur, donc l'oxydant est réduit, il subit une réduction, et le réducteur devient un oxydant, c'est-à-dire que le réducteur est oxydé, et donc subit une oxydation. On retrouve toutes ces notions-là juste avec le petit moyen mnémotechnique, ox plus n électrons donne Rn. Donc ça c'est pour les rappels sur les réactions d'oxydoréduction. Qu'est-ce que c'est? Un oxydant, un réducteur, qui gagne, qui perd des électrons, etc. Ensuite, toujours sur les réactions d'oxydoréduction, je voudrais faire des petits rappels sur comment équilibrer les demi-équations d'oxydoréduction. Alors au niveau des rappels sur l'oxydoréduction, il faut rappeler que les oxydants et les réducteurs appartiennent à des couples oxydant-réducteur. Donc on note d'abord oxydant puis /réducteur, on le note comme ça. Et une réaction d'oxydoréduction ne peut pas avoir lieu juste avec un oxydant qui donne des électrons et qui devient réducteur. Une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction d'échange entre le réducteur d'un couple et l'oxydant d'un autre couple. Par exemple, j'ai un premier oxydant d'un couple 1, ensuite j'ai un deuxième couple avec oxydant 2, réducteur 2, je peux faire réagir l'oxydant d'un couple avec le réducteur d'un autre couple. Mais l'écriture de l'équation ne va pas se faire simplement en disant l'oxydant d'un couple plus le réducteur de l'autre couple donne l'oxydant du deuxième couple et le réducteur du premier couple. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut écrire des demi-équations d'oxydoréduction pour commencer. Alors on va prendre un exemple. Je vais écrire la demi-équation d'oxydoréduction. On va prendre un exemple simple et puis un exemple un peu plus compliqué. Demi-équation d'oxydoréduction, par exemple pour Fe3 plus Fe2 premier couple, et puis équation d'oxydoréduction, demi-équation d'oxydoréduction pour le couple MnO4- Mn2+. Pour écrire ces demi-équations d'oxydoréduction, c'est très simple, il suffit de retenir les règles de base et de les appliquer systématiquement dans l'ordre à chaque fois et on ne peut pas se tromper. Première des choses, je regarde dans l'énoncé quels sont les réactifs que l'on met en contact. Par exemple, s'il s'agit d'une réaction de titrage, si on vous dit on met dans la burette
des ions MnO4- et on veut doser des ions Fe2+, par exemple, qui sont contenus dans le bécher, les réactifs qui seront mis en contact seront MnO4- et Fe2+. Donc Fe2+, sera un des réactifs et MnO4- sera le second réactif. Donc première règle me dit, je vais écrire l'ébauche de la demi-équation en mettant à gauche le réactif, donc l'espèce du couple qui est un réactif au niveau de la réaction qui est proposée, et de l'autre côté, je vais mettre l'autre espèce. Ici, Fe2+, est le réactif, Fe3+, sera le produit. Pour le second couple, MnO4- est le réactif, et Mn2+, va être le produit. Donc ça, c'est la première règle, j'écris l'ébauche de la demi-équation. Ensuite, deuxième règle, je dois équilibrer mes demi-équations électroniques, mais je commence par équilibrer les éléments chimiques autres que oxygène et hydrogène. Alors allons-y, je commence. Éléments chimiques autres que hydrogène et oxygène, c'est le fer. L'élément chimique fer, c'est équilibré, puisqu'il y en a un ici et un ici. Deuxième demi-équation, MnO4- Mn2+, donc c'est le manganèse auquel je dois m'intéresser pour la première partie. Un Mn ici, un Mn ici, j'ai rien à faire, c'est équilibré. Donc ça c'était pour la règle numéro 1. Règle numéro 2. J'équilibre l'oxygène avec des molécules d'eau, H2O. Première demi-équation, pas d'oxygène, j'ai rien à équilibrer. Deuxième demi-équation, j'ai 4 oxygènes ici. Pour que la demi-équation soit équilibrée, il faut donc que j'ajoute 4 molécules d'H2O de ce côté-là. Troisième règle, j'équilibre l'élément hydrogène avec des H+. Alors je regarde l'élément hydrogène pour la première demi-équation électronique, pas d'hydrogène, donc j'ai rien à faire. Deuxième demi-équation électronique, ici j'ai 8 hydrogènes, ici j'en ai pas, donc il faut que je rajoute 8H+. Règle suivante, une fois que j'ai équilibré les hydrogènes, il faut que j'équilibre les charges. Les charges, je vais les équilibrer en ajoutant du côté où il manque des charges en moins, des électrons. Alors allons-y. Pour les électrons, donc ici, Fe2+, Fe3+, 3 charges plus, 2 charges plus, je ne peux rajouter que des électrons, je rajoute un électron de l'autre côté. Ensuite, ici, Mn2+, donc 2+, du côté droit de l'équation, au niveau des produits, et au niveau des réactifs, j'ai 1- et j'ai 8+. 8+, 1-, ça me fait 7+, il me faut 2+, donc je vais rajouter 5 électrons. Ça, c'est les demi-équations électroniques. Qu'est-ce qu'elles leur racontent, ces demi-équations électroniques? Elles disent que Fe2+, qui est donc un réducteur, Fe2+, est capable de donner un électron. Ensuite, MnO4-, qui est un oxydant, MnO4-, lui, souhaite capter 5 électrons pour pouvoir réagir. Donc pour pouvoir mettre en commun les ions Fe2+, pour les faire réagir avec les ions MnO4-, il va falloir qu'il y ait un nombre d'électrons qui coïncide entre ce que peut donner le fer et ce que veut capter le permanganate. Donc il me faudrait 5 Fe2+, pour fournir 5 électrons afin que le permanganate puisse capter ces 5 électrons. Ça veut dire que cette première demi-équation électronique, ici, il faut que je la multiplie par 5 pour pouvoir l'ajouter à cette demi-équation électronique que j'utilise une fois. Alors allons-y, écrivons voir l'équation bilan de la transformation et de la réaction d'oxydoréduction qui a lieu. Ça, c'était les demi-équations électroniques. Maintenant, on va écrire l'équation bilan. Donc ça va faire 5 Fe2+, plus, au niveau des réactifs, c'est tout pour ce couple-là. Les 5 électrons, je ne les écris pas, ils vont se simplifier. Je peux les écrire une fois, on les simplifiera, mais après, les électrons ne doivent plus intervenir dans l'équation bilan. Donc plus 5 électrons plus MnO4-, plus 8H+, donne. De l'autre côté, on va avoir les réactifs. Donc 5, je le multiplie par 5, 5 Fe3+, plus 5 électrons, plus Mn2+, plus 4H2O. Je vois que les 5 électrons, je peux les simplifier. Et je regarde si je ne peux pas simplifier. Là, c'est bon, les H+, les H2O ne sont présents que d'un côté. Donc l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction, c'est 5 Fe2+, plus MnO4-, plus 8H+, qui va donner 5 Fe3+,
plus Mn2+, plus 4H2O. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction. Donc ça c'était les deux premiers rappels. Ce que c'est que l'oxydoréduction et comment équilibrer les demi-équations, puis l'équation bilan. Voilà pour l'oxydoréduction. Alors l'oxydoréduction intervient dans le TP d'aujourd'hui, mais elle intervient par le biais d'une électrolyse. On veut réaliser une électrolyse. Alors je vais faire quelques petits rappels sur l'électrolyse. C'est le troisième petit rappel sur l'électrolyse. Alors l'électrolyse, elle fait intervenir des réactions d'oxydoréduction, mais ce n'est pas des réactions qui se font naturellement, c'est des réactions qui sont forcées. On impose le sens du courant électrique par l'utilisation d'un générateur. Donc pour réaliser une électrolyse, on a besoin d'un électrolyseur. Alors l'électrolyseur, c'est une sorte de grand bécher, hein, c'est un récipient à l'intérieur duquel on va mettre une solution conductrice qui va contenir des ions qui vont intervenir au cours de la transformation. Et on va utiliser deux électrodes. Alors je vais faire exprès ici dans ma petite explication de ne pas prendre les mêmes solutions ioniques, les mêmes électrolytes, ni les mêmes électrodes que dans le TP, pour pas trop vous simplifier la tâche. Donc ça c'est une solution électrolytique, c'est-à-dire qui contient des ions. Par exemple, donc là c'est un exemple qui n'est pas celui du TP, hein. Imaginons que cette solution contienne des ions Cu2+. Par exemple, des ions SO4-, sulfate de cuivre, solution aqueuse de sulfate de cuivre. Hein. Ensuite, dans cette solution, il y a deux électrodes. Donc ça, ce serait l'électrode 1, et ça, ce serait l'électrode 2. Ces deux électrodes sont reliées à un générateur. Alors, parfois, on représente le générateur comme étant une pile, avec une grande branche, une petite branche, avec le nom ici, plus ici. Le générateur, on peut le symboliser comme ça aussi. Et parfois aussi, le générateur, on va le symboliser comme ça. Donc ça peut être les différentes formes du générateur. Mais à ce moment-là, il faut à chaque fois préciser la polarité de ce générateur. Donc on va imposer un courant électrique dans l'électrolyseur. Et il va y avoir un certain nombre de réactions qui vont se produire. Alors, imaginons que cette électrode 2 soit du cuivre, et imaginons que cette électrode 1 soit par exemple du fer. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on branche le générateur et qu'on met en route le passage du courant électrique? Alors le courant électrique va plus vers le moins d'intensité, et les électrons, eux, vont du moins vers le plus. Donc ça veut dire qu'au niveau du déplacement des électrons dans le circuit électrique, je vais le représenter comme ça. Attention, je ne mets pas de flèche rouge, alors je pourrais éventuellement avoir un courant électrique qui passe dans l'électrode, hein, mais j'arrive, je vais m'arrêter au niveau de la solution. Même chose ici, un courant électrique va pouvoir passer dans l'électrode, des électrodes métalliques, hein, donc conductrices. Par contre, ce qui se passe au niveau de la solution, là, ce ne sont pas des électrons, comme ça, ce ne sont pas des électrons qui vont conduire le courant électrique, mais ça va être des ions qui vont être des porteurs de charge. Au niveau du déplacement des ions dans la solution, le déplacement des anions va se faire dans le même sens que les électrons. Ça veut dire que par exemple, les ions SO4-, vont se déplacer comme ça, alors que les ions Cu2+, vont se déplacer dans le sens inverse. Voilà, donc ça c'est pour la circulation des porteurs de charge dans mon électrolyseur. Ensuite, au niveau des électrodes, il y a des réactions chimiques qui vont se produire. Quel type de réactions vont se produire? Eh bien, au niveau de l'électrode de fer, ici, il va y avoir des électrons qui vont arriver. Ces électrons vont pouvoir réagir avec les ions Cu2+, qui sont présents dans la solution quand les électrons vont arriver sur l'électrode en contact avec la solution. Vu qu'il y a des électrons qui arrivent, ces électrons vont être des réactifs. Donc l'équation de la réaction qui va se produire, plutôt la demi-équation, qui est une réaction qui se passe, mais ça va être une demi-équation avec des électrons, donc ce sera Cu2+, plus 2 électrons, qui va donner C.
Ensuite, qu'est-ce qui va pouvoir se produire au niveau de la deuxième électrode? Au niveau de la deuxième électrode, je vois qu'il y a des électrons qui s'en vont, des électrons qui partent, donc des électrons qui sont produits. Donc au niveau de cette deuxième électrode, il y a des électrons qui sont produits. Alors là, le couple, j'aurais dû préciser avant, le couple qui intervient, c'est le couple Cu2 plus Cu, c'est le couple redox, c'est l'énoncé qui nous donne à ce moment-là le couple qui intervient. Et donc la seule réaction qui peut se produire s'il y a des électrons qui sont donnés, ce serait Cu qui donne Cu2 plus 2 électrons. Alors là c'est hyper simple, je n'ai pas expliqué comment j'écris la demi-équation électronique. La demi-équation électronique elle s'écrit Cu2 plus donne Cu. Règle numéro 1, j'équilibre des éléments autres que O et H, je n'ai rien à faire. J'équilibre O avec H2O, rien à faire. J'équilibre H avec H+, rien à faire. Par contre, j'équilibre les charges avec les électrons et je trouve la demi-équation électronique, qui peut se faire dans un sens ou dans l'autre sens. C'est une demi-équation qui est purement formelle. Donc je me rends compte qu'à l'électrode 1, j'ai ce type de réaction qui se produit. Et à l'électrode 2, c'est ce type de réaction qui se produit. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'électrode 2, il y a du cuivre qui disparaît pour former des électrons. Ce cuivre qui disparaît pour former des électrons, ça veut dire que l'électrode va être rongée au cours de l'électrolyse. Elle va perdre une certaine quantité de matière, puisque du cuivre est consommé. Au cours de cette réaction, il y a des électrons qui sont formés. Donc cette réaction est une réaction d'oxydation. Alors je rappelle rapidement, Ox plus N électrons donne Rel. Dans le sens oxydant plus N électrons donne réducteur, l'oxydant devient réducteur, c'est une réduction. Et dans le sens le réducteur donne des électrons et un oxydant, donc le réducteur se débarrasse de ces électrons, c'est une oxydation. Là si je regarde, c'est exactement ce qui se passe là, le réducteur donne des ions Cu2+, et des électrons. Donc on a bien affaire à une oxydation. De l'autre côté, c'est la réaction inverse qui se produit. J'ai une espèce qui capte des électrons pour former une autre espèce. J'ai bien affaire à une réduction. Et je rappelle, on en avait déjà parlé au début de l'année. L'endroit, le siège, l'électrode où a lieu l'oxydation, c'est l'anode. Et l'endroit où a lieu la réduction, c'est la cathode. Oxydation anodique, réduction cathodique. Donc si on vous dit qui doit être l'anode, qui doit être la cathode, vous pouvez remonter avec anode et cathode à est-ce que je dois avoir une réaction d'oxydation ou une réaction de réduction, et vous pouvez ainsi deviner quelle électrode vous devez relier à quelle borne de votre générateur. Voilà, donc ça c'est pour les petites explications avant de passer à proprement parler à l'énoncé du pseudo-TP. Alors, je reviens sur l'énoncé du TP. Donc, on nous propose une petite introduction. On nous dit qu'on va réaliser la technique dont on nous parle dans l'introduction. Et on dit qu'on a à notre disposition une plaque d'acier et une plaque de zinc qu'il va falloir décaper avec du papier de verre. Alors, au niveau des valeurs, des masses, vu que vous ne pouvez pas faire la manipulation, c'est moi qui vais vous donner les valeurs des masses à noter. Donc la masse initiale de l'électrode d'acier, on va faire comme si elle était égale à 28,52 grammes. La masse initiale de l'électrode de zinc, on va faire comme si elle était égale à 29,85 grammes. Donc ça c'est juste à peser avec une balance. Ensuite, on nous dit qu'une solution d'électrolyte a déjà été préparée et qu'on veut en utiliser un volume de 80 ml. Donc là, il suffirait, à l'aide d'une éprouvette graduée, au niveau de la précision ça suffit, de prélever ces 80 ml, de les placer dans un électrolyseur, dans un bécher, et on nous dit de fixer une intensité de, je n'ai pas la bonne valeur sur l'énoncé, on va fixer 0,5 A pendant une durée, non pas de 15 minutes, mais de 20 minutes. Il faut que la durée soit suffisante pour que le phénomène soit suffisamment marqué. On nous dit qu'on peut éventuellement établir dans la solution une agitation modérée pour que la solution soit homogène. Donc, pour la suite, c'est à vous de réfléchir et de répondre aux questions sur
sur un compte rendu au niveau du compte rendu du TP. Donc on nous pose des questions, on vous demande de réaliser un schéma légendé, de choisir quelle borne doit être liée à la plaque d'acier et à la plaque de zinc. Avec les explications et les rappels que j'ai donnés tout à l'heure, vous devriez pouvoir faire ça. Ensuite, on aurait dû réaliser la manipulation. Donc je vous demande de faire le schéma du montage, même si on n'a pas réalisé le montage. Hein. Comme ça, on peut s'imaginer ce que ça aurait donné en vrai. Et ensuite, on nous dit, donc, on règle l'intensité à 0,5 A et on va travailler pendant 20 minutes. Pas 15 minutes, mais 20 minutes. On va faire comme si on avait repesé les deux électrodes après la durée de l'électrolyse indiquée. Et on va faire comme si on avait une masse de 28,30 grammes pour l'électrode d'acier et de 30,08 grammes pour l'électrode de zinc. Et maintenant, avec ces valeurs-là, avec les petites indications que j'ai données sur la réalisation de la manipulation, hein, même si le jour des ECE, vous avez un TP sur l'électrolyse, on avait déjà fait l'électrolyse de l'eau en début d'année, hein, c'est pas un matériel très compliqué ni un montage très compliqué à réaliser, donc vous devriez pouvoir faire le montage. Et ensuite, le reste des questions, vous pouvez y répondre avec les informations et les résultats expérimentaux que je vous ai donnés. Juste un petit rappel au niveau du montage. Quand vous avez à réaliser le montage, que ce soit pour le schéma du montage ou à réaliser le montage en réalité, je rappelle que l'instrument pour mesurer une intensité, c'est l'ampèremètre, qui permet de mesurer I en ampères ou en milliampères, que l'ampèremètre va se mettre en série dans le circuit. Et je rappelle que pour mesurer une tension, on va utiliser un voltmètre. Ce voltmètre va mesurer donc la tension I en volts. Et il va se brancher en dérivation. Alors je crois que dans ce TP, on ne demandait pas forcément d'utiliser le voltmètre. On parlait juste de l'ampèremètre. Dans certains TP, on demande de placer un voltmètre aussi, pour pouvoir mesurer un certain nombre de choses. Et donc, comme ça, j'ai fait le rappel pour la manière dont on le branche. Alors, au niveau du matériel et du multimètre à utiliser, pour l'ampèremètre, il y a deux bornes à utiliser. C'est la borne COM, qui est la borne commune, hein, pour le voltmètre et l'ampèremètre. Et ici, vous allez avoir la borne A, et vous allez avoir la borne V pour pouvoir utiliser votre voltmètre ou votre ampèremètre correctement.